nouvelle semaine commence sur le journal de l'économie et c'est un réel plaisir de vous savoir au rendez-vous. Nous allons démarrer tout de suite ce numéro comme à notre habitude avec le sommaire. Au sommaire de cette édition, la grogne des douaniers du Niger. Ils menacent d'observer une grève le mercredi prochain. Comment éradiquer plus efficacement la pauvreté en Afrique du Sud? Élément de réponse dans cette édition. Enfin, nous ferons une escale à Libreville au Gabon où la vente des fleurs semble bien nourrir son homme. Et nous démarrons aujourd'hui par le Niger où le syndicat national des agents des douanes menace d'observer un arrêt de travail dès mercredi prochain. À l'origine de leur colère, le relèvement de ses fonctions du chef du bureau des douanes de l'aéroport de Niamey suite à une saisie de devises. Voici les explications du secrétaire général de ce syndicat. Bourima Amidou est au micro de notre correspondant à Niamey, Abdul Karim Mahamadou. On a fait une première saisie au niveau de l'aéroport international de Niamey qui portait sur à peu près 9 milliards. Et or, vous savez, à l'époque, les 9 milliards ont été restitués carrément. À l'époque, les gens avaient voulu transiger, les gens n'ont pas tenu compte de ça, on a restitué. Une deuxième saisie, dernièrement, portait sur 7 personnes. Les 6 personnes avaient accepté, ont même payé leur amende. Une seule personne a refusé de payer. Et cette personne, à l'époque, a menacé même le chef du bureau de le relever de ses fonctions au niveau de l'aéroport. Il se trouve que c'est un député national, un élu du peuple, qui normalement vote les lois, qui connaît ce que c'est qu'une loi et qui sait que les agents de douane, de l'exercice de leurs fonctions, en tout cas, sont protégés par la loi. Et que ce n'est pas comme ça qu'on peut les faire partir. Vous constatez que c'est pour la première fois que des agents assermentés qui font bien leur travail ont été relevés, non pas parce qu'ils n'ont pas fait le travail, mais parce qu'ils ont bien fait leur travail. Et c'est ce qui a provoqué notre colère, parce que nous avons compris que nous ne sommes pas en sécurité. Mieux, on a compris aujourd'hui qu'on est vulnérable. C'est-à-dire que n'importe qui peut exiger et obtenir notre départ partout où nous sommes. Nous pensons que nous sommes au service de l'État et l'État se doit de nous protéger partout où nous sommes dans l'exercice de nos fonctions. C'est un peu ça qui a provoqué notre colère. Il faut prouver aux yeux de tout le monde que nous sommes très mécontents, nous sommes très frustrés, nous sommes très déçus. Au vu de tout ce que nous faisons pour faire rentrer les recettes, aujourd'hui, les gens pensent que nous sommes facilement vulnérables, on peut nous déplacer à tout moment. Lui, il vient de commencer. Peut-être d'autres personnes vont être tentées s'il y a des faits. Donc c'est pourquoi nous voulons montrer à l'administration des douanes que nous sommes mécontents, que nous ne pouvons pas accepter ce genre de comportement, que les gens, en tout cas, ils n'ont qu'à faire leur politique, mais ils doivent nous laisser en paix faire notre travail pour lequel nous sommes là. Mieux, aujourd'hui, le chef du bureau qui va être à l'aéroport, est-ce qu'il va être libre pour faire le travail comme ça se doit? Je ne pense pas. Il ne faut pas que l'aéroport devienne une sorte de passoire où n'importe qui peut passer avec son argent ou bien d'autres marchandises. Parce que simplement, en voulant faire leur travail, ils risqueront également de subir le même sort. Parlons maintenant de la lutte contre la pauvreté qui reste une priorité en Afrique du Sud. Mais comment arriver à éradiquer ce fléau? Quelle stratégie faut-il adopter pour y aboutir? Voici les éléments de réponse de Madi Biaye. Il est conseiller au bureau régional de l'UNFPI à Johannesburg. Il faut que le pays s'assure qu'ils ont fait une bonne analyse situationnelle et que dès le départ, on connaît bien la situation de la pauvreté, on peut identifier les poches de pauvreté et on peut savoir qu'est-ce que la pauvreté, par exemple, ces différents indicateurs signifient non seulement au niveau central, parce que au niveau central, et bien sûr, si on met l'argent au niveau central ou au niveau province, même si on a au niveau de la région, sans entrer dans les entités administratives les plus petites, si on a ça, des fois ça ne résout pas le problème aussi, parce que on peut avoir des fuites. L'argent peut aller là où c'est le moins nécessaire. Donc je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Cela veut dire que pour parler de bonne gouvernance, il faut que ça s'accompagne des outils pertinents. Et ces outils pertinents, c'est s'assurer que, par exemple, avec les données et les faits,
on renseigne complètement l'agenda du développement au niveau central et au niveau local, et que cette information soit disponible au niveau le plus bas. Qu'on sache que le pauvre dans la région du Nord a un besoin spécifique, c'est ceci le besoin, qui est différent du pauvre peut-être de la région du Sud-Ouest, qui va avoir peut-être le même niveau de pauvreté quand on parle des indicateurs, mais les besoins peuvent être différents. Donc tout ça, c'est l'analyse détaillée, approfondie qui permet de voir tout ça. Et les outils existent pour ça, donc on doit s'y atteler. Des fleurs nourrit son âme malgré la crise économique que traverse ce pays. À Libreville, par exemple, les vendeurs de fleurs ne se contentent pas seulement de vendre, ils conseillent également les clients par rapport au choix des fleurs et de leur entretien. On les trouve principalement le long de toutes les grandes artères de la capitale gabonaise, comme ici sur la voie express. Ces espaces, jadis colonisés par de hautes herbes, transformés en jardins ornementaux très fleuris, exhalant de douces senteurs tropicales dans la brise du soir. Doter sa maison d'un jardin ornemental bien fleuri est désormais entré dans les mœurs gabonaises. Qu'on soit propriétaire ou non, la culture du jardin est devenue un style de vie. À Libreville, le développement énorme des villas, hôtels, petites maisons et cours intérieurs ont fait apparaître un goût nouveau pour le jardin ornemental, ce qui n'est pas pour déplaire aux commerçants, lesquels s'en tirent bien malgré la crise économique. On peut gagner même 500 000 ou bien 200 000. Il y a un moment aussi ça ne va pas. Il y a un moment on peut gagner plus. Mais il y a un moment on peut même rester pendant un mois. Le métier de vendeur et cultivateur de fleurs a encore de beaux jours devant lui. Les tenanciers de ces exploitations agricoles y croient au point qu'aucune crise ne semble pouvoir ébranler leur détermination, car tant qu'il y aura des maisons à construire, poursuivre et conclut-il, il y aura toujours des jardins ornementaux, ne serait-ce que pour lutter contre les changements climatiques. Le journal de l'économie se poursuit. On va se retrouver juste après une petite transition pour recevoir notre invité du jour. Notre invité qu'on ne présente plus sur ce plateau, Casimir Pédior du quotidien L'Économiste qui paraît à Cotonou, Bénin. Bonjour Casimir. Bonjour Inès. Et aujourd'hui, vous avez choisi de nous emmener dans votre pays, le Bénin donc, pour nous parler des banques primaires qui s'opposent aux bons de commande de l'État. Mais pourquoi ? Oui, les banques primaires s'obstinent de plus en plus à recevoir les bons de commande de l'État pour la simple raison que l'État devient de plus en plus insolvable. L'État n'arrive plus à honorer ses engagements. La dette intérieure au Bénin asphyxie donc les banques et les PME, les PMI, entendez les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries, c'est-à-dire ceux-là qui ont choisi servir l'État, ceux-là qui sont les fournisseurs de l'État et donc ils ne sont pas payés comme cela se doit. Et rien n'est respecté en la matière en termes de paiement, en termes de règlement des encours. Et donc les banques, laxées par cette situation, ont commencé désormais par bouder les bons de commande qui sont venus de ces PME et de ces PMI. Et la situation provoque de plus en plus une situation de crise au sein des PME et des PMI au Bénin, au point où aujourd'hui ces PME commencent par sortir pour taper du poing sur la table, pour réclamer que l'État commence par honorer ses engagements financiers. Et depuis quand cette situation perdure? Alors il faut dire que la situation a commencé depuis 3 ans environ et chaque année on est obligé de reporter les encours de la dette intérieure sur l'année N+1 et donc la situation est arrivée à un point culminant en 2015, surtout pas ces temps de fin d'année où forcément ces PME ont besoin de la liquidité pour pouvoir régler ces banques-là, parce que si ce n'est pas le cas, ils devront pouvoir payer les majorations au sein de ces banques. Puis c'est que certaines petites et moyennes entreprises ou petites et moyennes industries sont obligées de déposer la clé sous le paillasson pour la simple raison qu'ils n'arrivent plus à faire face à un certain nombre d'engagements sociaux qu'ils ont pris vis-à-vis de leurs employés. Donc la situation n'est pas du tout reluisante en ce moment à Cotonou et dans les grandes villes du pays. Et quelles peuvent être les conséquences directes de cette
situation. C'est déjà, ça laisse libre cours à la corruption, parce que lorsque vous acceptez désormais de glisser des pots de vin, vous êtes forcément servi, certainement. La situation est telle qu'aujourd'hui, au niveau du Trésor public au Bénin, c'est une longue file d'attente des PME et des PMI qui vont chercher forcément ceux qui n'auront jamais, ou du moins ceux qui n'auront pas de sitôt. La conséquence aussi, c'est que l'économie locale tourne au ralenti, parce que lorsque l'État est insolvable, lorsque l'État n'arrive pas à solder ses dettes vis-à-vis des PME, ces derniers ne pouvant pas disposer de liquidités, donc forcément l'activité économique va prendre un coup. Donc voilà un peu le tableau très peu reluisant en ce moment, pas cette période de fin d'année. Et figurez-vous, fin d'année rime aussi au Bénin en ce moment avec la fin du régime. Donc forcément, le régime finissant est en train de laisser une adresse, forcément que son successeur aura certainement des difficultés à pouvoir éponger. Vous l'avez dit, Kazmik Pédior, qu'on assiste à de longues files d'attente au niveau du Trésor public, mais les caisses du Trésor sont vides, à ce que j'ai compris, ou pas? Non, les caisses de Trésor ne sont pas vides. C'est là la situation. Et pourquoi ne paye-t-on les PME à qui on doit? J'ai bien envie de dire que c'est une mauvaise gouvernance. Simplement, on ne veut pas payer, c'est tout. Parce que les indicateurs tels que le FMI et la Banque mondiale ont laissé affirment aujourd'hui que le Bénin a quand même un taux de croissance de 5,7%. Donc le pays n'est pas au rouge. La situation, et le Bénin ne connaît pas une situation de crise militaire, il n'y a pas de menace de Boko Haram, il n'y a pas de situation du genre pour qu'on mette embargo sur un certain nombre de choses. Donc forcément, tout devrait aller dans la normale, mais on ne comprend pas pourquoi c'est resté comme ça. De toutes les façons, la situation... Que faut-il faire selon vous, Kazmik Pédior? Oui, comment restaurer la confiance entre l'État et ses partenaires? C'est déjà ce que le Premier ministre a fait la dernière fois en écrivant un courrier au chef de l'exécutif, à savoir le chef de l'État, pour demander à ce que le SIGFIP, qui est le système intégré, qui permet aujourd'hui de mieux gérer les finances publiques, de bien vouloir rouvrir ce système-là, parce que c'est un système un peu cadenassé qui ne permet pas forcément de faire des dépassements budgétaires comme cela se doit. Donc, le Premier ministre a déjà tapé du poing sur la table à travers un courrier. Il va falloir aussi que les gouvernants puissent comprendre que c'est grâce à l'économie locale, au PME et PMI, qu'aujourd'hui, le Bénin peut mieux se comporter, parce que l'État providentiel n'existe plus. Les salaires et consorts ne suffisent pas pour tourner une économie. Il n'y a que le secteur privé qui puisse aujourd'hui impulser une dynamique économique à un pays. Donc, quand vous devez au privé, payez-leur ce que vous leur devez, et puis ça permettra à ce privé forcément de faire chose. Alors, est-ce qu'on peut espérer, Kazmik Pédior, que d'ici à là, cette situation va être réglée au Bénin? Oui, parce que nous avons des cadres chevronnés au sein de l'administration. Mieux, c'est un banquier qui est à la tête du pays, donc forcément, et il n'est pas allergique à ces cris de détresse de ces PME, PMI. Toujours est-il qu'il veut toujours les voir en train de souffrir un peu avant de rouvrir la caisse. Donc forcément, certainement que pour sa grâce présidentielle, comme il en a l'habitude, il va rouvrir ses vannes pour permettre aux PME et aux PMI de mieux se comporter par ces temps de fête de fin d'année. Merci beaucoup, Kazmik Pédior. Ce sera déjà tout pour aujourd'hui. Demain, on va se retrouver sur ce même plateau avec un autre thème, évidemment. Avec le même plaisir. Merci beaucoup. Chers amis téléspectateurs, vous l'avez compris, c'est déjà la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Ce fut un réel plaisir d'avoir passé ces quelques minutes en votre compagnie. À demain.